Le principe de ce qui est déjà une tradition est simple. En cette ville qui, rappelons-le, est une des capitales de l'Europe, un certain nombre de têtes pensantes se penchent sur un sujet évidemment européen. Cette année, l'Europe et le monde, défis et ambitions, on ne saurait être plus clair. Chaque année aussi, en bonne convivialité, la pensée des hommes se propose de vous donner un avant-goût de ces journées en allant à la rencontre de quelques-uns des orateurs qui seront présents le fameux 18 octobre. Alors, le monde est agité. L'Europe, qui fait partie de ce monde, subit un certain nombre de tensions. Et la question que l'on peut se poser, est-ce que l'Europe est encore une grande puissance? Ah, écoutez, elle ne l'a jamais été. Elle ne l'a jamais été. Il y a eu des puissances européennes qui étaient des puissances mondiales, disons jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, ces puissances européennes sont devenues des puissances relatives, naturellement. Il y a eu la période des deux super grands, l'Union soviétique et les États-Unis, puis il y a eu l'époque de l'hyperpuissance, très brève, les années 90 jusqu'au début de la guerre d'Irak. Et il y a maintenant un monde multipolaire dans lequel les puissances européennes, j'insiste sur le pluriel, ne constitueront une puissance à l'échelle mondiale que si elles savent s'unir. Or, c'est bien ça le problème. En ce milieu ou presque fin d'année 2008, le mouvement auquel nous assistons n'est pas une progression, un approfondissement de l'unification des puissances européennes, mais ce que je ne crains pas pour ma part, avec tous les regrets que vous imaginez évidemment, d'appeler la désunion européenne. Nous nous désunissons de plus en plus, pour beaucoup de raisons. La première est que les Européens, d'une manière générale, citoyens et gouvernements, ne voient plus, bien à tort, mais le fait est qu'ils ne voient plus la finalité de l'unification européenne. Il y a eu une finalité parfaitement claire au début, aussi bien au moment de la tentative avortée de communauté européenne de défense qu'au moment du traité de Rome et de tous ceux qui l'ont suivi. Alors, cette finalité, c'était tout simplement tenter d'éviter le retour à la guerre entre puissances européennes et, deuxièmement, tenter d'opposer un front uni à ce qui était alors la menace soviétique. Ces deux problèmes sont révolus. Dieu merci d'ailleurs, l'un et l'autre. Mais pourquoi, à ce moment-là, poursuivre l'unification, non pas d'États neufs, mais au contraire d'États-nations, ayant chacun une histoire, des intérêts propres, pas forcément contradictoires, mais propres, certainement, des cultures, des traditions nationales, des langues, naturellement, des jalousies, de leur... chacune est jalouse de sa personnalité. Chacune est jalouse de son originalité, même. Et... pourquoi le faire? La réponse est parfaitement simple, en vérité. Si nous ne le faisons pas, nous ne compterons plus. C'est très simple. Nous ne compterons plus ni économiquement, ni politiquement, parce que les puissances qui compteront dans ce XXIe siècle seront toutes des puissances continentales. On le voit déjà, je veux dire de taille continentale. C'est évidemment la Chine, c'est évidemment l'Inde, c'est évidemment la Russie renaissante et tout en muscles, c'est évidemment les États-Unis malgré leur déconfiture actuelle. Il faut que nous nous unissions. Et puis en plus de ce manque de visibilité de la finalité, il y a un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que les peuples européens ont aujourd'hui peur de tout. Peur de tout. Alors, souvent à raison, en tout cas parfois à raison, ils ont peur que le modèle social européen soit éradiqué par la mondialisation économique et par la concurrence de pays dans lesquels non seulement les salaires sont totalement dérisoires, mais dans lesquels il n'y a pas non plus l'ombre d'une protection sociale. Les peuples européens ont peur du chaos du monde.
Et vous savez, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On ferme portes et fenêtres. On n'ouvre pas les portes. On ne se lance pas dans une nouvelle aventure. Au contraire, on se replie sur soi. Sur quoi? Sur ce qu'on connaît et qui, par définition, est rassurant. Alors, arrivez là et dites à ces peuples européens, mais au contraire, il faut franchir de nouveaux pas, aller vers une véritable unification politique, à mes yeux, vers un fédéralisme. Et les gens disent, mais qu'est-ce que c'est fou? Et ils se rétractent. Troisième raison, et c'est la plus terrible, les gouvernements européens, dans ces situations de difficulté, ont chacun d'entre eux, et de plus en plus, ouvertement ou hypocritement, la tentation qu'ils ont toujours eue, se défausser de leurs difficultés sur l'Union. Additionner tout cela, nous sommes dans une situation qui est véritablement inquiétante. Il y a du pain sur la planche et plus d'un thème à aborder. Notamment, cet acquis européen d'une relative justice sociale, imparfaite sans doute, mais préférable à bien des situations extra-européennes. De telles valeurs ont-elles encore de l'avenir? Moi, j'ai le sentiment qu'elles ont de l'avenir. Même si c'est difficile à construire, même si c'est difficile aujourd'hui dans une Europe à 1,5 milliard de citoyens, qui vient de faire l'objet d'un agrandissement important, même si tout cela est difficile, ça n'en mérite pas le besoin de les cultiver et de les faire prospérer. Je crois que cette idée d'égalité, de volonté de tirer tous les citoyens vers un idéal commun en termes de liberté, mais aussi en termes d'épanouissement individuel, c'est quelque chose de profondément ancré dans la construction européenne depuis toujours. Aujourd'hui, on n'est pas dans une crise d'identité européenne. On est plutôt à une étape un petit peu de l'adolescence. À l'échelle du temps des sociétés, je crois qu'on est à l'époque de l'adolescence. Il ne faut pas confondre la durée de vie des hommes et la durée de vie des sociétés. Et aujourd'hui, cette Europe que nous construisons, et qui est encore une fois un magnifique projet par rapport à ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, c'est une alternative politique tout à fait singulière et passionnante. Eh bien, à l'échelle du temps, nous avons des difficultés. De part et d'autre, les citoyens ne comprennent pas toujours que nous n'allions pas assez vite, comprennent peut-être pas toujours aussi quelles sont nos priorités ou quelles sont celles qui priment peut-être dans le temps qui vient. Et nous-mêmes, tous ceux qui sont en charge d'une responsabilité, quelle que soit l'origine de la désignation, que ce soit le mode électif, qui est à mes yeux le plus important, puisque nous sommes régulièrement remis sur le métier, que ce soit le mode par la nomination. Là, c'est plus discutable parce que parfois on s'enferme dans la technostructure. Mais quel que soit le mode de fonctionnement, il y a en ce moment une difficulté à bien expliquer que tout ne peut pas se faire aussi vite qu'on le souhaiterait. Et cela conjugué avec une crise mondiale économique fait que on a un petit peu des soubresauts. Mais moi, je garde un espoir magnifique de la poursuite de la construction de l'Europe. Vous diriez que l'Europe est dans son adolescence? Oui, c'est tout à fait. C'est de la même façon, peut-être que c'est ma façon de femme d'envisager la construction même d'un ensemble complexe comme celui qui est le nôtre. Mais lorsque nous nous sommes agrandis, c'est comme quand une famille s'agrandit, que nous sommes passés de 15 jusqu'à aujourd'hui 27 États membres, eh bien, quand une famille s'agrandit, vous devez changer de logement, vous devez adapter votre voiture, vous devez changer vos modes de fonctionnement pour faire les courses d'alimentation. Là, c'est pareil. Nous avons changé de braquet. Et c'est pas si ancien que cela, donc il faut qu'on s'assoie dans nos habitudes et qu'on apprenne à vivre ensemble à 27. Et donc c'est pour moi aussi, pour l'Europe, un peu le temps de l'adolescence. L'Europe n'en serait donc qu'au début de son aventure. De quel droit dès lors cette adolescente pourrait-elle prétendre enseigner le monde?
crois qu'elle a raison de le faire parce qu'il faut un acteur puissant pour faire promouvoir les valeurs qui sont reconnues universelles depuis l'adoption de la Convention universelle des droits de l'homme. L'Europe a vocation à le faire, mais elle doit faire attention. Les valeurs qu'on promeut, ce sont des valeurs des droits de l'homme dits de la première génération. Donc ceux qui sont issus de la Révolution française, codifiés seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ouvrir ces droits sur les nouvelles générations des droits de l'homme, sur les droits économiques et sociaux, sur les droits environnementaux. Ne parlez pas à un Africain des droits de l'homme de la première génération s'il est privé de droits du fait d'être pauvre. Celui qui est pauvre n'a pas d'option, donc il n'a pas de droit. S'il ne peut pas choisir entre deux options, il n'a pas de droit. Donc il faut avoir une approche intégrée, pas intégriste, mais intégrée de la question. Vous pensez que l'Europe est normalement suffisamment armée pour effectuer ce travail, cette mission, je n'ose pas dire cette vocation? Je crois qu'on ne doit pas baisser la garde, étant donné qu'à la fin du siècle, les Européens ne représenteront plus que 5% de la population mondiale. Elle n'a plus de temps à perdre. Le va-et-vient, la navette qu'on fait avec le traité entre Dublin et Lisbonne est de mauvais augure. Il faut que l'Europe soit suffisamment solide, bien dans ses bottes pour arriver à porter la bonne nouvelle à travers le monde. Pas dans un esprit missionnaire, mais en offrant à nos interlocuteurs, outre les produits industriels, aussi quelque chose sur le plan philosophique, sur le plan des relations entre hommes civilisés. Sur le plan diplomatique, pensez-vous, je crois savoir? La diplomatie n'est pas le domaine des faux compromis, mais des compromis susceptibles de nous faire avancer sur un niveau supérieur. Si, c'est ça la compréhension du compromis et de la diplomatie. La diplomatie garde toute sa valeur et elle doit redoubler d'efforts en vue d'arriver à un monde multipolaire, à un monde marqué par les droits de chacun. Il faut que chacun puisse s'impliquer dans les affaires du monde. On parle parfois, quand il est question de l'Europe, d'un certain poids de la bureaucratie. Est-ce que justement ce monde de la diplomatie n'est pas très bureaucrate? Je crois qu'on n'a pas encore accepté vraiment les institutions européennes. Elles sont moins bureaucratiques que les autres, statistiquement parlant. D'ailleurs, ça se vérifie au jour le jour. Le métro parisien a une bureaucratie qui est presque aussi importante que celle de la Commission de Bruxelles. Alors, il ne faut rien exagérer. Il faut que l'Europe soit suffisamment souple, mobile, tout en restant fidèle à ses principes de base. Ce n'est pas en multipliant les procédures qu'on arrivera à faire une meilleure politique, mais c'est en faisant ancrer dans les esprits des visions et des propositions concrètes susceptibles de nous faire avancer qu'on reste positif. Vous avez été, au cours de votre carrière, successivement ministre de la Défense de votre pays, de la coopération au développement et de l'environnement. Est-ce que finalement, ces trois activités ne sont pas, je ne vais pas dire qu'elles sont les mêmes, mais elles sont tout de même dépendantes l'une de l'autre? Elles sont dépendantes l'une de l'autre et qui plus est, elles m'ont fait découvrir l'absence de gouvernance mondiale. Ce qu'il faudrait, ce serait en fait un gouvernement mondial. Mais ne rêvons pas, ce n'est pas pour le XXIe siècle, néanmoins. Je crois, à travers les expériences que j'ai pu réaliser, j'ai pu constater que l'une ou l'autre conférence internationale est susceptible de nous faire avancer un peu trop lentement, mais néanmoins, il n'y a pas d'alternative à cela. Et là, je crois que l'Europe, avec les conciliabules qu'elle a réalisées au sein de ses 27 membres, arrive aussi à surmonter les difficultés du même ordre à l'échelle mondiale. Donc l'Europe, avec ses valeurs, avec ses visions, avec sa compréhension du monde, avec son expertise et son expérience, est un acteur indispensable. Les valeurs et le savoir-faire européen ont sans doute constitué un terrain fertile pour des textes fondateurs. Il faut remarquer d'abord que ces valeurs universelles, même s'il y a eu leur source en Occident, en Europe, sont devenues une loi internationale. N'est-ce pas? Le monde entier est censé, en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avoir fait sienne ces valeurs. Donc, elles ne sont plus dès lors des valeurs uniquement occidentales. Ce sont des valeurs vraiment, effectivement universelles. Alors, tout le monde ne s'y retrouve pas, malheureusement. Le monde entier est censé, avez-vous dit vous-même. Oui. Est-ce que chacun, au fond de son cœur, est d'accord de les adopter, ces valeurs?
Non, je constate comme tout le monde que ce n'est pas le cas, que ces valeurs universelles ont des ennemis déterminés, souvent féroces, mais ce n'est pas une raison pour se laisser faire. Je crois que si on devient timide, hein, si on dit, bon, après tout, ces valeurs ne sont que les nôtres, elles ont elles-mêmes une histoire, et cette histoire est chrétienne ou judéo-chrétienne, peu importe, à ce moment-là, on est sur une pente très dangereuse. Il faut absolument s'accrocher à l'universalité de ces valeurs et trouver des alliés pour pouvoir les rendre véritablement universels. Et ces alliés doivent être trouvés dans les civilisations, dans les cultures, dont certains membres sont de manière dure, féroce, opposés à ces valeurs. Donc je ne pense pas que c'est en les faisant passer par profit et perte qu'on va faire avancer les choses. Au contraire, en les proclamant haut et fort et en cherchant les moyens pédagogiques, politiques, pour les imposer effectivement dans le monde entier. Vous seriez donc opposé à tout relativisme exagéré, comme parfois ce qu'on appelle le postmodernisme le propose? Je suis effectivement résolument hostile au relativisme culturel. Je pense que c'est une imposture morale. Je suis opposé, effectivement, je ne sais toujours pas exactement ce qu'est le postmodernisme, qui va avec le relativisme moral que vous avez évoqué. Et je pense que les hommes se valent, que nous sommes membres d'une même famille humaine et que dès lors, tout le monde a droit à vivre une vie décente. Et je ne pense pas que l'on puisse vivre une vie décente si on ne respecte pas ces quelques valeurs universelles, elles ne sont pas bien nombreuses d'ailleurs, à laquelle nous devons être attachés, je dirais presque fanatiquement. Ça doit être notre religion civile. Et si nous sommes convaincus de cela, nous n'aurons pas de mal. D'ailleurs, nous avons des alliés un peu partout dans le monde, nous ne sommes pas seuls. L'un des drames des élites européennes aujourd'hui, c'est que lorsqu'elles cherchent des interlocuteurs, elles les cherchent là où elle a le moins de chances de les trouver. Ce n'est jamais dans les masses et les élites qui seraient prêtes à faire un bout de chemin avec nous. C'est plutôt de l'autre bord. Et ça, c'est une erreur politique majeure. Ces valeurs que vous prônez sont d'origine humaine. Vous avez une attitude, disons, humaniste. Est-ce que ce n'est pas un argument négatif pour beaucoup d'autres cultures, d'autres sensibilités, qui préfèrent les origines transcendantes, disons, surnaturelles? Ils disent, mais en fait, comme nous le savons, ces valeurs universelles ne sont finalement que des valeurs religieuses sécularisées. On les trouve chez les prophètes, on les trouve dans l'enseignement des évangiles, on les trouve, elles ont été des valeurs religieuses, elles ont été sécularisées. Et cela est tellement vrai que vous trouvez des clercs dans d'autres religions, pas seulement dans le christianisme, qui les défendent au nom du même tronc commun, si vous voulez, des croyances humaines d'origine divine, et qui ont pu déboucher sur ce tronc de valeurs. Si elles sont séculaires aujourd'hui, c'est parce que justement, elles peuvent dépasser les particularismes et se proposer comme un corpus cohérent à l'ensemble de l'humanité, quelles que soient ses croyances ou ses non-croyances. Ce n'est pas parce que je suis attaché à ces valeurs que je suis nécessairement athée ou agnostique ou hostile aux religions. Il faut tenir un langage d'inclusion. Et cela peut fonctionner, d'ailleurs cela fonctionne. On ne se rend pas compte, n'est-ce pas? Seulement, comment dirais-je, la condition sine qua non pour que cela fonctionne, c'est que nous-mêmes en soyons